Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. On a souhaité vous présenter ce webinaire avec Cressel Bogino, qui est coordinateur des économes de flux en santé, et je suis coordinatrice du réseau des CTS, donc conseil en transition énergétique et écologique en santé d'Île-de-France. Donc, on a souhaité vous présenter ce webinaire car beaucoup d'établissements ont un projet de raccordement au RCU qui est en cours ou qui est prévu. Et dans ce contexte-là, nous avons eu beaucoup d'interrogations qui remontent tous les jours et on a malheureusement constaté beaucoup de dérives. Notamment lorsqu'il s'agit de la valorisation des C2E, de cette opération au titre des C2E. C'est pourquoi on va vous présenter l'intérêt de se raccorder au réseau de chaleur et comment le valoriser au titre des C2E et les points de vigilance. Donc avant de commencer, donc je vais vous rappeler les bonnes pratiques. Donc, j'éteins ma caméra pour avoir une meilleure connexion Internet. Je coupe mon micro pendant le webinaire et si jamais j'ai des questions pendant le temps d'échange, je peux laisser les questions dans le chat. On a consacré un petit temps d'échange pour les questions à la fin de ce webinaire. On peut passer à la slide suivante. Oui, bonjour. Moi, c'est Christelle Bodinon. Juste pour vous rappeler que vous pouvez vous renommer, juste mettre nom, prénom et structure pour faciliter l'identification de chaque participant. Merci. Donc, je me représente. Je suis Kaussar Adjam, coordinatrice des conseillers en transition énergétique et écologique en Île-de-France. Et je vous laisse, Guillaume et Cressel, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi, c'est Christelle Bodinon. Je suis coordinateur régional des économes de flux en santé dans la région d'Île-de-France. Merci. Et bonjour, Guillaume Adair, directeur de la société Cléon. On est un expert des C2E. Du coup, je vais intervenir pour vous expliquer, en effet, comment valoriser les C2E dans le cadre de Focus RCU aujourd'hui. Parfait. On peut passer à la slide suivante. Alors, le webinaire a été organisé par la coordination des économes de flux et des conseillères en transition énergétique et écologique en santé par le dispositif, dans le cadre du dispositif Penser Plus, Penser Plus, qui est le programme d'économie d'énergie pour les établissements de santé et équipements publics. Donc, pour faire simple, Penser Plus a pour but d'accompagner les établissements de santé dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Et pour ce faire, les différentes actions qui s'inscrivent dans ce dispositif passent par le réseau 4 qui est l'ensemble des acteurs, des rôles et l'articulation qu'on peut observer au sein du dispositif Penser Plus. Donc, il faut dire qu'il y a la NAP qui pilote le réseau à l'échelle nationale. Il y a ANAP qui est l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale. Il y a l'ARS qui est l'Agence régionale de la santé qui co-finance le dispositif Pensez Plus avec la FNCCR de par son programme ACT. Donc, il faut dire que l'ARS est actée, finance les établissements porteurs, donc les établissements de santé dans notre cas, à un pourcentage donné par rapport au recrutement d'un économe de flux ou d'un conseiller ou conseillère en transition énergétique et écologique. Et donc, ces conseillers ou économes de flux accompagnent les établissements de santé
pour la performance de leurs équipements du bâtiment et également les aide à faciliter leur transition énergétique et écologique, tout simplement. Et également, il y a l'ARS et ACT. L'ARS et la FNCCR, pardon, de par son programme ACT, qui co-finance également les postes de coordination, de coordinateurs au sein, dans notre cas, au sein de la région d'Île-de-France. Donc, moi, qui suis coordinateur régional des économes de flux, ce poste est porté par Ecopolis. Donc, et il y a également ma collègue Kauta qui coordonne l'action des conseillers ou conseillères en transition énergétique et écologique. Effectivement, je suis la cordo du réseau Île-de-France du réseau des CTES. Donc nous, on est en financement à part, mais je pense que ça fait plus de 3 ans que les CTS opèrent auprès de vous sur le terrain. Nous, on a un financement des GES au CNSA et en Île-de-France, on a une coordination qui est régionale et on est en étroite collaboration notamment avec les économes de flux en santé, mais également l'ARS et la coordination nationale se fait par l'ANAP également. Merci. Pour les CTS, on est une vingtaine en Île-de-France. On accompagne plus de 15 groupements hospitaliers et médico-sociaux depuis maintenant 3 ans. Oui, et au niveau de la coordination des économes de flux, aujourd'hui, nous sommes à peu près une dizaine au sein de la région. Et je tiens à souligner que le réseau 4 donc, permet aux économes de flux, dans un premier temps, de monter en compétence, tout simplement, de monter en compétence, d'avoir les informations nécessaires pour agir de manière efficace au sein des établissements de santé. Alors, comme je le disais tantôt, mon poste est porté par Ecopolis. Ecopolis qui est une association qui a pour but d'accompagner, qui a pour but d'aider euh, on va dire les différents professionnels du domaine du BTP et de l'immobilier à monter en compétences. Et donc, sur tous les sujets, sur tous les différents sujets du bâtiment et de l'aménagement durable. Donc, au sein d'Ecopolis, nous avons 5 différents métiers. On est d'abord un centre de ressources, donc un animateur de réseau. On organise des webinaires on organise des webinaires et des visites d'opération. Et pour faciliter, en fait, pour apporter dans un premier temps des informations nécessaires pour les professionnels du domaine, mais aussi pour donner l'opportunité aux professionnels d'échanger parce qu'on se dit que c'est en échangeant avec ses pairs qu'on arrive à apprendre davantage. Donc, c'est ça notre premier métier. On est également un centre de formation, donc on a une dizaine de formations dans notre catalogue. Par exemple, on a la formation sur les fondamentaux du bâtiment durable et c'est une formation qui dure une journée et qui s'articule autour des enjeux environnementaux et réglementaires qui permet de comprendre les questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans un projet de construction ou de rénovation de son patrimoine. Alors, après, on a également un quatrième métier qui est l'accompagnement de projet. Donc, on a une équipe d'accompagnateurs de projets. Il faut dire qu'on est porteur du projet, porteur de la démarche bâtiment durable francilien dans la région. Et donc, on accompagne, on évalue des projets et on les aide à progresser afin qu'ils soient le plus performants possible. Et ces projets, on évalue ces projets en les faisant passer au crible de notre référentiel, qui est un référentiel francilien, qui est donc adapté à la région d'Île-de-France. Et donc, on fait passer les projets, on s'intéresse notamment à l'énergie, au carbone, mais aussi à la biodiversité, à l'économie circulaire, à la santé, au confort, à l'eau, etc. Donc, c'est vraiment voilà, une démarche euh, euh, euh,
euh, une démarche qui permet vraiment d'obtenir une démarche 360 qui permet d'avoir une vision 360 degrés du projet. Et cette démarche, on évalue cette démarche on évalue on a des évaluations, pardon, dans la phase conception, à la phase chantier et également à la phase d'usage. Et ces évaluations comportent à la fois une étude, ces évaluations comportent à la fois euh, une étude de l'accompagnateur BDF qui est au sein d'Ecopolis, qui travaille avec l'équipe projet qui est composée de la maîtrise d'ouvrage, de l'établissement de santé ou également de la maîtrise d'œuvre. Et donc, ils travaillent ensemble et ils font passer les projets en revue. Et ça se termine par une commission. La commission, je vais dire, l'équipe projet planche devant un jury de professionnels qui donne son avis sur le projet. Et ça se passe devant un public. Il faut changer de slide, Christelle. Oui, donc ça se passe devant un public qui peut donc en bénéficier de la commission pour comprendre comment on peut aborder un projet de rénovation afin qu'il soit le plus performant possible. Et d'ailleurs, on a notre prochaine commission qui est en visioconférence. Donc, vous pouvez vous connecter. Nous allons mettre le lien dans le chat. Vous pouvez copier, voilà, pour vous inscrire pour pouvoir suivre cette commission. C'est une commission où on fera passer un projet d'EHPAD de Perret-Vaucluse qui est à Saint-Geneviève dans le 91. Et Et donc, oui. c'est un projet qui est porté par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et qui également dispose et qui a l'accompagnement d'une CTS, Sarah Bertolino, pour ne pas la citer. Donc le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences est très impliqué sur ce type de sujet et c'est pas le seul projet qui va suivre la démarche bâtiment durable francilien. Donc voilà, donc les établissements de santé s'intéressent par ailleurs à ce type de projet et ce type de démarche. Merci Karuta. Et j'aimerais juste revenir sur la formation, sur les fondamentaux. On a également, voilà, on a également cette formation. On va mettre le lien dans le chat et vous pouvez également, voilà, si vous êtes intéressé, parce que c'est une formation qui peut vraiment intéresser les professionnels de la maîtrise d'ouvrage, tout simplement, des établissements de santé. Donc, on met le lien dans le chat si vous pouvez voilà, regarder et si vous trouvez cela intéressant, pourquoi pas éventuellement vous inscrire pour cette formation sur le bâtiment durable. Merci Christelle. Donc aujourd'hui, on va vous faire une première partie où il y aura une introduction avec toutes les définitions. Ensuite, on vous parlera de pourquoi il est intéressant de se raccorder à un réseau de chaleur urbain. Notre expert C2E, Guillaume Adair, vous parlera de la valorisation par les C2E ainsi que les différents points de vigilance auxquels il faut faire attention. Je vous ferai un retour d'expérience d'une CTES actuellement en poste. Et puis, on vous laissera à la fin un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas au fur et à mesure de mettre vos questions dans le chat. Si on peut répondre, on y répondra directement. Sinon, ça sera par mail. Merci. Alors, les défis énergétiques dans les hôpitaux, là, on va parler du besoin constant des, des établissements de santé, donc par rapport au chauffage. Et si on peut le constater, comme on peut le constater sur le, le graphe à droite, on constate que
Au niveau de, pendant toute l'année, en fait, on a une consommation, on a une consommation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. En tout cas, une consommation, là, c'est la consommation du réseau de chaleur. Donc, on constate qu'il y a quand même une consommation, quel que soit le mois, pendant toute l'année, il y a une consommation au niveau des établissements de santé. Et cette consommation, quand on prend en été, par exemple, en juin, juillet, août, on constate qu'il y a moins de consommation, mais c'est dû on va dire, c'est dû à la production d'eau chaude sanitaire qui est essentielle pour la sécurité des soins et également pour la stérilisation. Il y a également le contexte réglementaire qui fait que aujourd'hui, on se dit qu'il faut voilà, se raccorder au réseau de chaleur, qui est en fait, quand on se raccorde au réseau de chaleur, il faut se dire que on se raccorde à un réseau qui, aujourd'hui, avec la réglementation, la majorité des réseaux de chaleur sont à 50% énergie renouvelable ou énergie de récupération. Donc, il y a cette partie euh, ça assure un petit peu, on va dire, ce côté par rapport à la réglementation et au degré tertiaire. Également, il y a le côté économique qui fait que on se raccorde au réseau de chaleur, c'est la hausse des prix des énergies fossiles qui est un peu plus volatile aujourd'hui. Alors, c'est quoi un réseau de chaleur et comment ça fonctionne? Alors, il faut dire qu'un réseau de chaleur, c'est un système central de distribution de chaleur. Pardon, je disais que un système, Vous pouvez baisser le truc déjà pour pas que ça tombe le temps que... un réseau de chaleur, c'est un système collectif de distribution, donc qui distribue la chaleur produite par la chaudière, l'unité de production centrale. Donc, on peut avoir une ou plusieurs unités de production. Et là, sur l'image, on peut constater qu'on a des bâtiments, on a des sous-stations et des canalisations et des bureaux. Donc, il faut dire que c'est de l'eau, la chaleur est produite et donc à la sortie de la centrale de production, on a un fluide liquide qui passe par les canalisations et qui sont enterrées et donc qui va vers les bâtiments. Et au niveau des bâtiments, on a des sous-stations. Les sous-stations, je vais dire, c'est un petit peu comme un local qui comporte déjà, qui comporte un élément essentiel qui est le dispositif d'échange thermique, c'est-à-dire le dispositif qui va permettre de convertir cette énergie cette énergie du fluide vers vers le fluide qui va permettre d'aller chauffer les équipements du bâtiment. Et au niveau de la sous-station, on a également les éléments de régulation de notre système, tout simplement. Euh, il faut dire un chauffage central du coup central, donc ça peut alimenter en même temps ça alimente plusieurs bâtiments. Juste, il faut poser les sous-stations au niveau des bâtiments s'il le faut. Ça dépend de l'envergure et donc c'est ce qui fait que aujourd'hui on trouve que c'est vraiment essentiel, voilà, de se raccorder au réseau de chaleur. Alors, pourquoi se raccorder? Déjà, dans un premier temps, c'est par rapport à la stabilité énergétique. Par rapport à la stabilité énergétique, dans le sens où la chaleur livrée est en continu. Donc, il y a également le coût, le coût qui est maîtrisé. Il faut dire que depuis quelques années, le coût des énergies fossiles est un peu volatile et surtout avec les incertitudes géopolitiques et climatiques. Donc, le coût est vraiment volatile et ça constitue un élément de pression, on va dire, sur le budget des établissements de santé qui, on le sait tous, déjà est confronté à un certain nombre de tensions financières, tout simplement. Donc, il y a également la simplicité par rapport au réseau de chaleur. La simplicité dans le sens où l'exploitation
Ça demande un peu moins de main-d'œuvre par rapport à un site où on n'a que des chaudières à gaz et ou d'autres équipements qui permettent à la fois de chauffer ou aussi de produire de l'eau chaude sanitaire. Ici, on a besoin de la main-d'œuvre un peu moins, donc ça indirectement en fait ça demande moins de financement pour l'exploitation quand on prend en fait l'installation du site dans sa globalité. Et également, par rapport à la perte d'énergie, il faut le dire, quand au niveau des réseaux de chaleur, on est à peu près 1 degré C de perte par kilomètre. Par contre, si on prend plusieurs équipements, plusieurs installations de chauffage, de chauffage avec le gaz ensemble, on aura beaucoup plus de pets, mais au niveau vu que ici on est dans un système centralisé, les pets sont immédiatement réduites. Également, il faut parler de l'image éco-responsable que on donne directement à l'établissement en se raccordant au réseau de chaleur parce que euh, les, la source d'énergie pour produire l'énergie pour chauffer est aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est aujourd'hui au minimum sur les différents réseaux de chaleur à 50% énergie renouvelable ou énergie de récupération. Et donc, on a en parlant d'énergie renouvelable, ça peut être de la biomasse, de la géothermie et également les énergies de récupération on aura la valorisation des déchets, l'incinération. Donc, c'est un petit peu voilà, les raisons qui font que vraiment il faut se raccorder au réseau de chaleur urbain. Donc, toute action qui vise, dans un premier temps, à réduire la consommation d'énergie, puisqu'on a parlé de la réduction des pertes d'énergie, qui vise à verdir le parc, c'est-à-dire à utiliser des énergies renouvelables ou des énergies de récupération, font que, voilà, on arrive à vraiment sécuriser le budget de l'établissement pour, voilà, pour lisser les hausses tarifaires, tout simplement. Alors, pour se raccorder à un réseau de chaleur, il y a un certain nombre de processus qu'il faut observer, qu'il faut respecter. Dans un premier temps, il faut passer par une étude de faisabilité technique et économique. Donc, c'est tout ce qui serait question du diagnostic des besoins énergétiques, l'évaluation des coûts, l'étude d'impact carbone, l'exploitation euh, et l'exploitation. Ça peut durer entre... Ça, je vais te couper 2 petites secondes. On a une question dans le chat enfin, il y a monsieur Chimbombo qui demande quelles sont les villes qui sont concernées par les infrastructures de distribution de chauffage urbain. Il y en a plusieurs et vous pouvez aller sur le site que je vais mettre dans le chat. Vous pouvez voir si votre établissement se trouve à côté d'un réseau de chaleur. Et donc, on a une deuxième question auquel tu vas bientôt répondre et qui est, a-t-on besoin d'installations spécifiques pour se raccorder? Ouais. D'accord. Ok, on va bientôt y répondre. Oui, bah, je peux Oui, vas-y. répondre en même temps par rapport... je peux répondre en même temps ou t'as autant? C'était travaux de raccordement, donc du coup, vu que ça rejoignait, les 2 questions rejoignaient tes étapes de projet, Oui, donc j'en ai d'accord. profité pour les... D'accord. Oui, donc je disais qu'il y a une étude une étape. La première étape, c'est l'étude de faisabilité technique et économique. Donc ça dure à peu près entre 2 à 4 mois, mais il faut dire que c'est relatif, ça dépend vraiment de l'exploitant, de la direction, comment on prend le projet, comment on est vraiment derrière le projet et aussi des organismes tout simplement. Il y a, après cette étape, c'est l'accord avec votre exploitant du coup, du réseau pour analyser et aussi avoir l'approbation par rapport au devis signé avec voilà, la direction, signé au niveau de la direction et également la signature des conventions.
Et cette étape également, ça peut durer entre 1 à 3 mois. Bien sûr, je le redis, c'est vraiment relatif par rapport à chaque projet. Et les travaux de raccordement, donc les travaux de raccordement qui durent 3 à 6 mois, c'est l'autorisation de voirie, planification des travaux, réalisation des tranchées, conduite, raccordement. Et à ce niveau, si je me permets de dire que par rapport au système, par rapport à l'installation que vous avez, euh, ça, il faut, je pense que le mieux, c'est de vraiment en fait faire le lien avec votre exploitant, faire l'étude avec votre exploitant directement. Là, il vous oriente vraiment sur le type euh, par rapport au type d'installation que vous avez, voilà, comment vous pouvez procéder. Mais il faut dire que si, peu importe le type d'installation que vous avez, par exemple, si je prends une installation qui est chauffée, un bâtiment, pardon, qui est chauffé, qui a un chauffage électrique, il faut dire que ça sera un petit peu compliqué. Ça va demander beaucoup plus de financement. Pas le raccordement, hein, mais après, vous êtes obligé de faire des travaux au niveau du bâti, vu que vous êtes en chauffage électrique. Donc, il y aura beaucoup de travaux qui vont toucher vraiment le bâtiment, contrairement à quelqu'un qui a déjà un chauffage au gaz ou il serait question juste de revoir le circuit, l'étanchéité du circuit et aussi de faire des, des études d'étanchéité tout simplement. Je pense que j'ai répondu à la question un petit peu. Donc, Excusez-moi, Christelle, est-ce que c'est possible de poser les questions directement ou faut attendre à la fin? alors, le mieux, c'est d'attendre à la fin. Là, on a vraiment prévu un temps de questions-réponses. Donc, on va vraiment prendre les questions et répondre vraiment aux questions. Et également, voilà, si jamais le temps ne suffisait pas, bah, il y a aussi cette possibilité de répondre par mail après. Mais il y a un temps qui est consacré pour les questions-réponses. Alors, la suite, c'est par rapport au raccordement, c'est la mise en service et monitoring. Donc, ce seraient les essais techniques, la formation des équipes pour assurer une bonne exploitation voilà, de l'installation, tout simplement, et la mise en service effective et le suivi initial voilà, qui suit à la fin. Alors, par rapport au raccordement, il y a aujourd'hui des financements publics, mais on va beaucoup plus accentuer ce webinaire sur les C2E. Les C2E parce que voilà, il y a pas mal de sujets par rapport aux C2E et il faut le dire aussi, les C2E qui sont vraiment aujourd'hui qui sont vraiment importants dans ce cadre-là. Donc, moi, je vais parler concernant les financements publics, bien sûr. Après, on va parler des CTE. Donc, concernant les financements publics, il y a des dispositifs nationaux. Donc, il y a l'ADEME, par exemple, qui finance ce type de projet par voilà, le fonds Chaleur. Donc, c'est par rapport aux finances. Il y a des financements sur les études et également des financements sur les travaux. Donc, il y a un site, il y a on met dans le chat un lien qui permet en fait de voir un petit peu les financements publics que vous pouvez demander dans ce cadre tout simplement. Il y a également des dispositifs européens. Il y a le fonds FEDER, par exemple, le Fonds européen de développement régional, et l'Invest EU, qui est volet infrastructure durable, qui finance également ce type de projet. Mais il faut dire que les dispositifs européens, ça demande des dossiers, il faut le dire, ça demande des dossiers un peu plus complexes. Et donc, déjà, pour avoir droit aux dispositifs européens, il faut déjà avoir un dispositif national et validé, et donc mettre ce dispositif comme pièce justificative dans son dossier pour pouvoir voilà, rendre un peu plus solide son dossier au niveau européen. Alors, la valorisation des C2E, je laisse du coup Guillaume. Merci. Bonjour à tous et à toutes.
Donc, en effet, là, on va parler de la relation des C2E pour les raccordements au réseau de chaleur. Je reviens juste sur ce que vient de dire Christelle sur le front chaleur. Le fonds chaleur est là pour financer la mise en place du réseau. Je comprends du coup ce que je disais à l'introduction par rapport à ce que disait Christelle juste avant. Le fonds chaleur est là pour financer la production du coup du réseau de chaleur. Donc, ça va être plutôt les gestionnaires de réseau qui vont utiliser ce fonds-là, donc que ce soit des gestionnaires publics ou privés. Et donc là, on va voir sur le financement par rapport à vous en tant que bâtiment, comment vous allez pouvoir vous raccorder en tant qu'abonné. Et donc là, clairement, aujourd'hui, c'est grâce au certificat d'économie d'énergie que l'on peut avoir des financements par rapport à ce raccordement. Donc, juste en introduction, c'est quoi les C2E pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 15 ans maintenant, qui est en place, qui a été mis en place par l'État suite à une directive européenne. Pour faire très simple, c'est un système de pollueur-payeur. Donc, c'est des grands fournisseurs d'énergie et les plus petits, donc d'énergie fossile, qui ont l'obligation de financer les travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien de prime C2E, donc c'est de l'argent privé, ce n'est pas une subvention publique. Et donc, tous les 4 ans, l'État leur impose, du coup, une certaine quantité d'économie d'énergie à financer par des travaux. Donc, c'est comme ça qu'on appelle le dispositif des C2E. Et s'ils n'atteignent pas leur obligation, s'ils n'atteignaient pas leur obligation, pardon, excusez-moi, il y a un peu de bruit autour de moi. S'ils n'atteignaient pas leur obligation, ils ont une pénalité libératoire, donc qui est de 15 euros par mégawattheure. Et c'est cette pénalité libératoire qui a créé clairement le marché des C2E. Sans cette pénalité, bah, globalement, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu de marché. Et donc, depuis 2021, on est dans la cinquième période et là, on va rentrer dans la sixième période. Et donc, tous les 4 ans, l'État met en place du coup des dispositifs plus ou moins incitatifs et il y a 2 ans, ils ont fléché les réseaux de chaleur comme une action importante à mettre en place. Et donc, du coup, ils ont créé une fiche standardisée autour de de ces réseaux de chaleur que je vais vous expliquer tout de suite. Il faut changer de slide. Ouais, merci. Donc, aujourd'hui, la fiche, elle est bien faite pour le bâtiment. Donc, ça veut dire déjà, c'est bien c'est une fiche qui permet à des maîtres d'ouvrage, que ce soit public, privé, dans le tertiaire ou dans le résidentiel collectif, de se raccorder à un réseau de chaleur déjà existant. Donc, ça, c'est important. On est bien là pour aider au financement du coup d'un bâtiment qui veut se raccorder à un réseau de chaleur. Donc, on est bien dans le cas qu'on évoque aujourd'hui. Donc, c'est bien l'abonné, donc le propriétaire du bien, qui est le bénéficiaire de ces 2 eaux. Donc, il y a 2 fiches, une pour le résidentiel, une pour le tertiaire, mais globalement, c'est exactement les mêmes. Pour prouver qu'on se raccorde, on va d'abord avoir le devis de raccordement ou la date de signature de la preuve d'abonnement. Ça, c'est pour prouver qu'on a engagé les travaux. Et pour prouver qu'ils ont été réalisés, c'est la date du coup de prise d'effet du contrat de chaleur ou la date de première division de chaleur. Ça, c'est ce que nous impose la fiche. En termes de prime C2E, on est autour de 2 à 5 euros du mètre carré chauffé en fonction de votre secteur d'activité. Il faut savoir que c'est par bâtiment. Donc, si vous êtes sur un site avec plusieurs bâtiments, on regardera, bah, vous n'aurez pas la même valorisation pour un bâtiment qui serait santé ou un bâtiment qui serait tertiaire. Ça, c'est la fiche normale. Celle-là, elle existe depuis 4 ans. Et il y a 2 ans, l'État a souhaité booster ces certificats en créant une bonification qu'on appelle le coup de pouce. Et donc, en imposant des choses, en disant, OK, si l'abonné va aller un peu plus loin que simplement se raccorder, du coup, on va l'aider financièrement de façon plus importante en lui donnant une bonification par rapport au raccordement qu'il a fait. C'est quoi les critères aujourd'hui pour accéder à cette bonification? La première, c'est d'être sur un système de chauffage gaz ou fioul. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui à l'électrique, vous avez le droit d'accéder au coup de pouce, mais vous serez sur la première version, donc la version sans bonification. Si aujourd'hui vous êtes en système de chauffage fioul ou gaz, ben, du coup, vous êtes éligible à ce coup de pouce. La deuxième obligation, c'est d'être accompagné donc de céder les certificats à un fournisseur d'énergie qui est signataire d'une charte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'État met des bonifications, ils imposent un certain nombre de règles aux fournisseurs d'énergie, notamment en termes de prix, pour s'assurer que globalement, le surplus de ces 2 œufs ne tombe pas dans sa poche, mais vienne bien dans la poche du coup du maître d'ouvrage. Donc c'est pour ça que pour accéder au coup de pouce, il faut que le fournisseur d'énergie soit signataire d'une charte.
Troisième critère, c'est qu'il faut que le réseau de chaleur soit majoritairement alimenté par de l'ENR. Donc, par rapport à la carte qu'on vous a mise sur le chat, pour savoir si vous êtes un réseau de chaleur à côté de chez vous, vous verrez, quand vous cliquerez sur le réseau de chaleur, il y a écrit le taux de d'ENR directement sur le réseau. Et enfin, les derniers critères, il faut que vous déposiez votre chaudière. Donc, pourquoi l'État a mis ça en place? Pareil, c'est pour éviter les aubaines financières, hein, clairement, pour que des gens disent, OK, je me suis raccordé au réseau de chaleur. Regardez, j'ai une devis, j'ai ma date de livraison, mais finalement, j'utilise ma chaudière gaz parce que le gaz est moins cher que la chaleur aujourd'hui. Et donc, globalement, je me suis raccordé, mais je n'utilise pas la chaleur. Donc, pour ça, ils imposent d'avoir une dépose de la chaudière. Juste avant qu'on me pose la question, il y a de fortes discussions en ce moment entre la DGEC, donc qui est l'autorité au niveau de l'État, la T2E, qui est, on va dire, leur cheville ouvrière, pardon, pour le dispositif, et les acteurs, pour faire en sorte qu'on ait une dérogation pour les établissements de santé, pour que la chaudière puisse être utilisée en secours. Voilà. Donc ça, c'est une discussion qu'on a en cours parce qu'on a fait remonter des acteurs un certain nombre de cas où, bah, notamment en santé, hein, notamment dans les hôpitaux, il faut avoir un mix énergétique. Et du coup, même si le réseau de chaleur en soi a un mix énergétique parce qu'il est secouru lui-même au niveau de sa production, ça c'est une obligation quand on fait un réseau de chaleur. Mais au niveau de l'échangeur, du coup, vous en avez qu'un, et de votre sous-station. Donc, du coup, il y a des établissements qui ont demandé à ce que le mix énergétique soit aussi au niveau de l'établissement. Voilà. Donc ça, sachez que ça, c'est des discussions qui sont en cours. On attend la réponse, on espère, avant les vacances d'été. Concernant les dates, pour accéder aujourd'hui à ce coup de pouce, à aujourd'hui, c'est pour ça que je dis bien aujourd'hui, parce que clairement, rien n'empêchera l'État de prolonger cette date s'ils le veulent à la fin de l'année. Et aujourd'hui, pour accéder au coup de pouce, il faut avoir signé la police d'abonnement avant le 31 décembre 2025. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette conférence assez tôt. Vous avez encore le temps, c'est encore le moment. Vous pouvez sans problème contacter votre gestionnaire de réseau et voir avec lui si vous êtes réaccordable ou non et obtenir la police d'abonnement. Ce qu'a fait l'État la semaine, il y a un mois, ils ont prolongé la date d'achèvement, quand vous vous raccordez réellement, à fin 2027. Et clairement, avant, on était à fin 2026. Donc là, ils font en sorte que tous les nouveaux projets qui vont arriver dès maintenant, pour lesquels les gestionnaires n'auront pas forcément le temps de faire les travaux de raccordement. Et du coup, ils ont prolongé la date au 31 décembre 2027. Donc maintenant, qu'est-ce que ramène aujourd'hui le coup de pouce réseau de chaleur, parlant de chiffres? Et on n'est plus en mètres carrés chauffés, on est sur un forfait. L'État l'assume, en gros, en disant pour booster les raccordements, on va faire en sorte d'avoir une prime financière vraiment importante. Et donc, vous voyez les chiffres, hein, on parle à peu près de 80 000 euros sur du tertiaire, on parle de 88 000 euros sur du résidentiel. Donc, par exemple, une résidence autonomie, c'est du résidentiel. C'est pour ça que je vous ai mis le chiffre aussi. Et comment on définit un bâtiment? Et ça, c'est hyper important dans la définition. Un bâtiment, ça s'entend par donc ça a été défini par arrêté, parce que la définition n'était pas assez claire. Donc, ça s'attend par une construction possédant au moins un accès vers l'extérieur. Et du coup, il y a deux cas de figure qui sont venus préciser. C'est si vous avez plusieurs bâtiments sur une parcelle cadastrale, ben vous avez autant de bâtiments qu'il y a de parcelles, même si vous ne raccordez qu'une sous-station. Et ça, si vous reprenez l'exemple que vous avez ici en bas à droite, je ne sais pas si on va m'assurer quand je l'avoue, vous êtes sur une résidence là d'un bailleur social. Vous voyez, donc sur la même parcelle, la chaufferie, elle est là, ici, là. Et en fait, elle alimente les trois bâtiments que vous avez là. Et donc, en fait, ça fait 3 fois le volume de C2E. Donc, on passe de 88 000 euros à près de 300 000 euros sur cette opération. À côté, vous avez l'hôpital Nord 92 qu'on a étudié pour un CTES. Vous voyez que le bâtiment, c'est un grand bâtiment, il est posé sur plusieurs parcelles cadastrales. Et là, pareil, l'arrêté est venu préciser que même si vous n'avez qu'une sous-station, comme il est sur plusieurs parcelles cadastrales, mais vous allez pouvoir multiplier le volume de C2E par autant de parcelles que vous avez. Donc, sur ce bâtiment, on va passer de 80 000 euros de prime C2E à 360 000 euros de prime C2E. Et donc, ça va répondre à une des questions que j'ai pu voir dans le chat. Clairement, les C2E sont là pour vous payer tous les travaux liés à ce raccordement. Et c'est quoi les travaux que vous allez avoir par rapport au raccordement? Donc, si tu viens à la slide d'après, vous avez deux façons de les valoriser, ces C2E. La première façon, c'est vous restez le bénéficiaire des C2E. Donc, vous signez une convention, on estime le volume. Donc là, je vous ai montré deux cas où on peut très facilement estimer le volume de C2E.
Derrière, vous signez une convention avec un fournisseur d'énergie qui porte la charte Coupous. Et ensuite, du coup, vous allez signer la police d'abonnement, payer vos frais de raccordement et monter le dossier C2E. Et donc, dans ce cas-là, les C2E vont vous permettre, un, de payer les frais de raccordement, donc payer au gestionnaire de réseau le bout de tuyau qui est entre le réseau et votre sous-station, mais ça va vous permettre aussi Sur la géothermie. de financer tous les travaux liés à la sous-station. Donc, vous allez pouvoir voir dans les modifications du secondaire, parce que passer d'un chauffage... Et donc, du coup, ces C2E vont vous permettre de vous payer aussi tous les frais liés au secondaire, parce que quand vous changez une chaudière au gaz que vous remplacez par une sous-station, ben, forcément, vous avez un certain nombre de travaux à faire dans votre chaufferie, que ce soit en termes de pompe, que ce soit en termes de l'ECS, par exemple. La deuxième façon que vous avez de valoriser les C2E aujourd'hui sur le raccordement de réseau de chaleur, et c'est ce que vous proposent souvent les gestionnaires les premières fois que vous allez discuter avec eux. Ils vous disent, ben, vous nous cédez les C2E et on va prendre en charge les frais de raccordement. Donc, on ne vous facturera pas les frais de raccordement. C'est possible. Ça se fait, hein, c'est légal, hein, clairement, dans les textes aujourd'hui, le gestionnaire de réseau peut être le maître d'ouvrage en termes de C2E. Mais par contre, ce que vient de poser l'État, il faut que l'ensemble de la prime C2E soit réinvesti intégralement, intégré dans les comptes du réseau de chaleur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en servir pour payer autre chose. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez participer au bon fonctionnement du réseau de chaleur, mais pour tout le monde. Parce que là, on parle bien de la partie primaire du réseau de chaleur. Et donc, du coup, vous allez avoir un prix d'abonnement un peu qui peut être dégrévé. Mais par contre, tout le surplus de financement qu'il pourra avoir sur les C2E, ben, ils vous appartiendront pas, ils seront bien au niveau du réseau de chaleur et il va l'utiliser pour faire des travaux de maintenance et d'extension. Donc, ça revient dans la partie financière du réseau de chaleur. Et c'est pour ça ces deux solutions, et je finirai là-dessus, c'est quelle est la meilleure des deux solutions? En fait, ce n'est pas moi qui ai la réponse. La meilleure des deux solutions, c'est vous qui l'avez. Ça va dépendre globalement de comment vous voyez le projet. Est-ce que vous êtes prêt à payer les frais de raccordement et aller chercher les C2E? Donc, vous allez avoir besoin de décaisser de la trésorerie pour obtenir les C2E après. Ou est-ce que vous préférez du coup céder les réseaux, le système, les C2E aux gestionnaires de réseau? Clairement, quand on est sur un simple bâtiment, l'équilibre économique, assez simple. L'écart, il n'est pas très grand. Par contre, dès qu'on est sur plusieurs bâtiments, clairement, on s'aperçoit que financièrement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser la première solution que la deuxième. Mais c'est pour ça que je dis bien financièrement. Parce qu'après, derrière, forcément, il faut avoir ces notions notamment de trésorerie et de suivi des travaux par rapport aux frais de raccordement. Et c'est pour ça que je vais laisser la main à Kautar, sauf si vous voulez que je prenne les questions avant qu'on passe sur l'exemple, Kautar. Je te laisse choisir. On peut prendre les questions à la fin, Ouais. on aura plus d'une trentaine de minutes, je pense, pour les questions. Si tu peux passer les slides, Christelle. Donc, comme mentionné précédemment par Guillaume, il y a plusieurs CTS et plusieurs établissements qui travaillent ou qui ont déjà travaillé sur des projets de raccordement au réseau de chaleur. Donc aujourd'hui, on vous propose de vous faire un retour d'expérience qui est sur un cas concret, sur le cas du foyer de Jean Jaurès à Gennevilliers. Donc c'est un établissement qui fait partie du périmètre d'intervention d'une CTES Odette Rouvet, pour ne pas la citer. Et donc l'idée, c'est de revenir ensemble sur ce projet en particulier, voir ce qui a bien fonctionné, et puis les enseignements qu'on pourrait en tirer. Donc le foyer de vie de Jean Jaurès, c'est un établissement du pôle hébergement et habitat inclusif de l'association API, de la boucle de la Seine. Le foyer Jean Jaurès, il accueille il accueille des adultes en situation de handicap intellectuel n'ayant pas accès à un travail, même s'il est protégé. Il dispose d'une surface totale de 1450 mètres carrés. Donc, on est sur un établissement qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui accueille 25 résidents
dont chacun dispose d'une chambre individuelle avec douche et lavabo. Et on a un total on a un total de 27 douches. Donc, on est sur une direction qui est très engagée, qui est très impliquée sur le volet, sur les thématiques énergétiques et écologiques également. Et donc, du coup, qui s'est également intéressée à ce sujet de raccordement au réseau de chaleur. Si on peut passer à la slide d'après. Donc voilà, la chaufferie est localisée au sous-sol. Elle dispose d'une puissance installée de 300 kW, donc avec une seule chaudière à condensation fonctionnant au gaz. Donc on est sur du gaz, donc c'est un établissement qui va pouvoir bénéficier du coup de pouce. Donc dans ce projet, il y aura des travaux qui seront nécessaires pour raccorder le bâtiment et son extension au réseau. Et concernant le poste de livraison RCU, on est sur une puissance estimée à 100 kW pour couvrir à la fois les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire, donc ECS. Et si on peut passer à la slide d'après. Donc, avec le raccordement au réseau de chaleur urbain, on a dimensionné, il a été dimensionné à 100 kW. Et donc, on regarde les consommations au réel, on voit que ça reste cohérent. On constate par ailleurs qu'il y a une baisse de consommation. Donc, même si ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui, mais il faut quand même souligner que la baisse de consommation observée est liée à plusieurs actions qui ont été mises notamment par les équipes, les équipes techniques du foyer, mais aussi par la CTS Odette Rouvet qui accompagne cet établissement. Donc, il y a eu notamment des travaux de calorifugage dans la chaufferie, il y a eu la mise en place de raies de nuit, le passage aussi à l'éclairage LED avec détection de présence. Donc la CTS fait énormément de travail de sensibilisation auprès des usagers, auprès des équipes techniques. On a également un bon suivi côté maintenance et exploitation, ce qui a clairement contribué à améliorer la performance globale du site. Et donc, comme l'ont dit Cressel et Guillaume précédemment, vous pouvez vous connecter sur le site France Chaleur Urbaine pour vérifier si votre bâtiment a du potentiel ou pas pour être raccordé à un réseau de chaleur. Vous pouvez, pour rejoindre ce qu'a dit Cressel précédemment, aussi faire des estimations, une simulation du coût de raccordement sur ce même site. On parle bien des frais de raccordement et non de réaménagement de la chaufferie qui sont propres à chaque établissement. Donc pour le cas du foyer Jean Jaurès, on a également utilisé la carte interactive qui est disponible sur ce site et on a constaté que le bâtiment se trouvait à 155 mètres du réseau existant. Voilà. Et donc le calendrier du projet, donc en 2024, une demande de raccordement a été déposée auprès du gestionnaire. Donc un avis positif, une réponse positive a été donnée par ce même gestionnaire sous un mois. Se sont suivis des échanges avec le gestionnaire du réseau. Donc ouverture du dossier, visite technique, confirmation de la fiabilité technique, donc ce qui a pris environ 4 mois. Donc en 2025, le gestionnaire a transmis sa proposition commerciale et l'établissement est entré en phase d'étude. Les travaux sont prévus en 2026, donc les travaux en chaufferie, avec bien évidemment le raccordement effectif au réseau de chaleur. Donc ça sera hors période de chauffe. Donc pour reboucler avec ce qui a été dit précédemment par Guillaume, le gestionnaire a donné un avis favorable au projet de raccordement du foyer.
et avec un coût estimé pour le raccordement, encore une fois, pas pour les travaux en chanfrerie, de 12 000 euros environ. Donc, il proposait de prendre en charge ces travaux et de prendre en charge également le montage du dossier C2E, sans pour autant annoncer en toute transparence le montant de la prime. Donc en parallèle, la CTES et puis les équipes techniques qui l'accompagnent ont fait une demande de valorisation C2E auprès de Cléon, du coup. La prime réelle pour ce raccordement était de 154 000 euros. Ce qui couvrait largement les 12 000 euros de raccordement, mais c'est ce qui va permettre de financer par la suite les frais de travaux en chaufferie. Donc, si, s'il faut conclure, je conclurai sur ça, c'est que les CESE vous appartiennent. Donc, malgré peut-être le manque de transparence de certains gestionnaires sur le montant de cette prime, ou la pression que pourraient exercer certains exploitants ou gestionnaires. Donc, on vous recommande dans un premier temps de ne pas céder vos C2E, ils vous appartiennent. Et donc, ou à minima, faire une deuxième démarche en parallèle auprès d'un prestataire ou une entreprise C2E pour challenger votre gestionnaire. Et donc voilà, et à savoir également que ces sujets-là ont également été remontés à l'ARS et au PNC2E, donc ils sont au courant des dérives qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, peut-être avant de passer aux questions, je vous laisse un mot de clôture, Guillaume et Christelle. Oui, ce qui est important, c'est que, alors, le fait que ce soit une dérive, le mot, voilà, aujourd'hui, il y a deux solutions, les deux existent, comme quand vous faites des travaux et que vous faites de la remission de vie. Voilà, après, c'est à vous, c'est chacun d'en juger. Là, ce qui est important sur le projet de Jean Jaurès dont tu viens de parler, c'est qu'en effet, ces 158 000 euros, ils vont servir d'une part, donc, en effet, à payer le gestionnaire pour les 150 mètres de tuyaux, mais il va surtout permettre aussi de transformer une partie du bâtiment qui était sur une vieille PAC réversible qui marchait pas bien pour du coup aller mettre en place un système de chauffage à eau sur cette deuxième partie du bâtiment. Donc, ce qui a été intéressant dans le projet, c'était de voir comment accompagner l'établissement pour utiliser cet argent pour aussi permettre de faire d'autres travaux d'économie d'énergie. C'est vraiment, ça va permettre à l'établissement de rentrer dans un cercle vertueux. Et moi, c'est ça qui est important, et c'est comme ça que je vais conclure, c'est que les certificats d'économie d'énergie, ils n'ont rien de magique, mais ce n'est pas qu'un financement, c'est aussi c'est un financement de la transition énergétique. Et donc, c'est important de réussir à optimiser ces volumes-là et à les capter pour financer une partie de vos travaux d'économie d'énergie. Oui, merci Guillaume. Et donc, oui, effectivement, moi, je dirais tout simplement dans la globalité que dans un premier temps, oui, se raccorder au réseau de chauffage urbain, c'est aussi, il faut penser à la maintenance. Donc, ça permet d'alléger tout simplement la maintenance, l'exploitation et de réduire les pertes d'énergie qu'on peut observer s'il y a plusieurs installations comparativement au réseau de chaleur qui a une seule installation centralisée, et aussi la réduction donc des gaz à émission de serre. Et comme tu l'as dit, oui, effectivement, par rapport au C2E, moi je trouve que voilà, c'est essentiel que les établissements puissent vraiment s'intéresser au C2E et savoir comment ça se passe, ne pas totalement laisser ça au gestionnaire, à l'exploitant. Voilà. C'est un petit peu ce que moi également je peux dire voilà, par rapport au raccordement. Alors, place aux questions-réponses du cours. Je vais lire, on va regarder un petit peu au niveau dans le chat. Il y a pas mal de questions dans le chat. On va essayer de répondre. Moi, je vais dans un premier temps répondre aux questions techniques, je vais dire.
Et après, je laisserai Kauta et Guillaume également, Kauta qui répondra aussi à certaines questions techniques. Et après, il y a des questions sur le point financier auquel Guillaume pourra répondre. Donc, par rapport, il y a une question où on demandait quelqu'un par rapport au financement, si ça peut les études. Peut-être on On peut lit en même temps? échanger. On peut peut-être échanger à l'oral si jamais les personnes qui ont écrit sur le chat souhaitent reposer la question à l'oral. Bon, Euh, moi, j'ai quelques questions, même si j'ai pas tout de suite ceux qui ont posé les questions, mais c'est par rapport au financement, si ce financement peut permettre de faire des études. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a le fonds chaleur il y a l'ADEME qui a des subventions, pardon, de par le fonds chaleur qui permettent de financer en fait l'étude de ce type de projet. Donc, oui, il y a ce fait. Mais les C2E, c'est vraiment par rapport à. Je sais que Guillaume peut également répondre par rapport au C2E, sur cette question-là. Maintenant, si je dirais dans une ville, tout simplement, il n'y a pas de. S'il n'y a pas de réseau de chaleur urbain, ça sera un petit peu compliqué de se raccorder à un réseau de chaleur urbain. Ça va demander beaucoup plus de. Je vais dire, ça sera, disons, impossible parce que il faut quand même aller faire poser des canalisations, je vais dire, du réseau de chaleur jusqu'à votre établissement, quoi. Sur ce point, je vais apporter une précision quand même, Oui. parce que réseau de chaleur ne veut pas forcément dire porté par une commune. On a un certain nombre de cas où le réseau de chaleur est porté par un privé, donc soit un collège, soit un Ah, établissement de oui. santé, et qui va raccorder un autre bâtiment qui est à côté de lui, son voisin ou de l'autre côté de la rue. Là, on a le cas avec un CTES à côté d'Orly, où le foyer de vie va être raccordé à un bailleur social qui a mis en place pour ces bâtiments une biomasse. Et donc, du coup, on l'a déclaré comme réseau de chaleur, il va lui vendre la chaleur. D'accord. D'accord. Et il y a une question quelqu'un qui demandait par rapport au DLR, vu que en fait, voilà, on a jusqu'à la fin de cette année voilà, je vais dire, pour répondre à la question en même temps, moi, je dirais que c'est vraiment, en fait, pour avoir le numéro de police, je pense que c'est Cléon qui parlait de ça tout à l'heure. Donc, il faut signer quelques documents et avoir le numéro de police avant la fin de cette année. Et après, les travaux peuvent aller jusqu'en 2027. Je laisse Cléon donner une précision sur ça. Si... Oui, oui, c'est ce que je disais, ce que j'ai répondu aussi sur le chat. Aujourd'hui, c'est la police d'abonnement qui doit être signée au 31 décembre 2025. Tant que le projet n'est pas prolongé, aujourd'hui, voilà, rien n'empêche l'État de prolonger lors de la sixième période le coup de pouce, mais à aujourd'hui, il faut que la police d'abonnement, donc entre vous et les gestionnaires, soit signée au 31 décembre 2025 au plus tard. D'accord. Et je reviens encore sur la question. est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser leurs questions à l'oral? Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera. D'accord. Donc, je reviens sur la question sur le type d'installation qu'il faut avoir pour se raccorder. Euh, ok, il y a Chloé, mais je réponds, Chloé, excuse-moi, je réponds vite fait à cette question et on te laisse la main. Donc, par rapport au type d'installation qu'on peut avoir dans le cadre pour se raccorder, moi je dirais tout simplement qu'on peut se raccorder quel qu'en soit voilà, le type de bâtiment qu'on a, le type d'installation qu'on a. Après, ce qui va changer, c'est vraiment en fait les travaux qu'il y aura à faire après le raccordement, tout simplement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes en chauffage électrique, certainement vous n'avez pas fait passer des canalisations, des tuyauteries dans votre installation.
On sait bien que c'est de l'eau chaude qui va passer, parlant de chauffage urbain, en fait, après, c'est de l'eau chaude qui va passer dans votre bâtiment. Donc, nécessairement, en fait, il faut des canalisations, il faut des circuits hydrauliques, tout simplement. Donc, vous serez amené à faire ces circuits-là si votre bâtiment, tout simplement, n'a pas ce type d'installation. Par contre, si vous avez déjà ce type d'installation, bah, ça sera un peu plus facile et ça va demander un peu moins, et ça va demander moins de, de budget, quoi, tout simplement. Oui, tu peux laisser couler. Oui. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Ok. Oui, ma question, c'est par rapport justement quand on a des réseaux de chaleur urbaine qui sont un petit peu loin, mais pas trop loin non plus, et qu'on voudrait faire une demande pour leur dire, bah voilà, on aimerait bien se raccorder chez vous. Qu'est-ce qu'on peut faire comme démarche si justement enfin, c'est considéré pour l'instant comme trop loin sur le site de l'ADEME qui propose de se manifester. Et du coup, effectivement, enfin, avoir cette demande pour pouvoir signer une liste d'abonnement d'ici fin 2025 pour pouvoir bénéficier de la bonification, même si les travaux vont a priori prendre plus de temps parce que c'est un long raccordement. Et du coup, oui, enfin, c'est un peu quelle démarche on peut engager autrement que par le formulaire de. Enfin, est-ce qu'il y a un peu des procédures qu'on peut utiliser pour faire ça, un peu dans les règles, notamment pour des règles de marché public, etc. Voilà, enfin, c'était ma question. Alors, concernant le raccordement lui-même, l'autre solution de passer par l'ADEME, c'est d'appeler directement le gestionnaire de réseau. Parce que dans tous les cas, vous aurez besoin d'une étude de sa part pour qu'il estime, alors d'une part, est-ce qu'il a le droit de le faire? Parce que dans les DSP des réseaux de chaleur, ils ont dans le règlement de service, ils ont des obligations en termes de nombre de kilomètres de réseau, bref, donc tout est déjà réglementé. Donc déjà, c'est eux qui vont vous répondre s'ils ont le droit ou non d'aller jusqu'à chez vous. Donc la première question à se poser, c'est de demander du coup au gestionnaire du réseau est-ce qu'ils peuvent venir faire une étude de faisabilité de raccordement de votre bâtiment? Et je complète juste la réponse de Guillaume. Il a eu un cas comme ça, une CTS a eu un cas comme ça, et le gestionnaire envisageait dans tous les cas de prolonger son réseau, de le faire évoluer, et donc du coup l'établissement a pu en bénéficier, même s'il se situait très loin, parce que dans tous les cas le réseau allait passer dans le futur pas très loin de l'établissement, donc il faut toujours contacter le gestionnaire. Oui, ouais, moi je pense que voilà, voilà comme Guillaume et Chloé l'ont dit, surtout voilà, il faut vraiment faire l'étude, c'est la première des choses auxquelles il faut penser, faire l'étude et par la suite, en fonction de ce que votre exploitant dira, bah, vous allez suivre un petit peu en fait l'étape du raccordement qu'on a présenté tout à l'heure. Il n'y a pas de règle de marché public qui demande, par exemple, s'il y a plusieurs réseaux qui sont dans le coin, on va dire, d'en contacter plusieurs. Enfin, parce que enfin, vu qu'ils sont un petit peu loin tous, il pourrait y en avoir plusieurs options. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ça, d'en contacter plusieurs? C'est ce que je disais tout à l'heure, les règles, elles sont fixées par arrêté sur la répartition des réseaux de chaleur. Donc ça, c'est réglementé. Donc pour D'accord, moi, ouais. il n'y a pas de problématique je suis en concurrence entre deux réseaux de chaleur. Bonjour Bonjour. et merci de me donner la parole. En fait, j'ai trois questions en une. Je n'ai pas bien compris auprès de qui on doit déposer le dossier des C2E, ni est-ce qu'il s'agit d'un formulaire à remplir et où est-ce qu'on peut récupérer le dossier à remplir. La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage pour faire cela? Peut-être que c'est le rôle de Cléon. J'ai pas compris à quoi servait Cléon, excusez-moi. Et dans l'hypothèse où il nous semble impossible de signer la police d'abonnement avant le 31 décembre 2025, parce que nous, on est dans une structure qui a des délais administratifs qui nous empêchent de faire ça en 6 mois, est-ce que vous pensez que ce genre de dispositif pourrait être conduit en 2026?
Alors, à quoi je sers pas à grand-chose, mais des fois un peu d'expertise. Juste, non, alors pour l'obliger, en fait, avec qui il faut le déposer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que il faut être obligé de signer une convention C2E avec un porteur de la charte. Voilà, donc ça, il y a pas de débat. Donc là, sur le site du ministère, il y a la liste de l'ensemble des fournisseurs d'énergie, donc ce qu'on appelle les obligés, qui sont signataires de cette charte. C'est quoi le rôle de Cléon dans ces opérations-là? C'est de vous mettre en relation avec les bonnes personnes qui sont capables d'aller chercher, du coup, d'optimiser vos volumes. Si je reprends l'exemple de Jean Jaurès, quand c'était NJ, hein, gestionnaire de réseau, leur proposer du coup d'avoir ces deux œufs gratuits, le raccordement gratuit, pardon. Là où nous, on allait chercher 154 000 euros pour l'établissement, NJ, quand ils sont revenus à la charge, ils sont revenus avec 110 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre rôle, c'est d'être un AMO, donc en tant qu'AMO, on protège le bénéficiaire et non pas les intérêts des fournisseurs d'énergie. Donc, c'est ça la règle. Sur la question du 31 décembre 2025, ça, malheureusement, comme je l'ai dit plusieurs fois, aujourd'hui, c'est la date butoir. Est-ce que l'État va la prolonger ou non? Voilà. Ça, malheureusement, il n'y a que les services de l'État qui pourraient y répondre. Et même, je pense qu'ils n'ont même pas la réponse encore aujourd'hui. Par contre, je disais bien, hein, c'est la police d'abonnement qui doit signer. Donc, voilà. Clairement, les gestionnaires qui ont envie de raccorder des bâtiments ont une capacité assez importante en ce moment à proposer des polices d'abonnement parce que clairement, ils connaissent aussi très bien le dispositif, puis ils en profitent. Et donc, ils sont quand même assez, on va dire, voilà, de bonne constitution pour aider les établissements à signer cette police dans les délais. D'accord, merci beaucoup. Oui, moi, j'ai une question, vous m'entendez? Oui. Très bien. Moi j'ai une question concernant les gestionnaires. Le gestionnaire, vous dites contacter le gestionnaire quand on veut une extension de réseau ou un raccordement qui n'est pas prévu sur les plannings. Le gestionnaire, c'est la ville ou c'est le distributeur? Non, c'est bien le gestionnaire, c'est celui qui a la gestion du réseau de chaleur. Donc, D'accord. Et donc, oui, donc c'est intercommunal, quoi. alors, c'est souvent des privés. Souvent, les réseaux de chaleur sont gérés dans des délégations de services publics, donc par des DALCA, et des structures au projet qui émanent des fournisseurs d'énergie, hein, pour faire simple. Vous êtes dans quelle ville? Carrières-sur-Seine, on est tout à côté et Donc là, ça doit être le réseau de chaleur est à peut-être de 200 mètres ou 150 mètres et on se pose la question de savoir qu'il faut. Enfin, c'est déjà fait en interne, mais c'est puisque c'est Unigéo, le réseau de chaleur qui passe à côté de chez vous? Pardon? C'est Unigéo, le réseau de chaleur, je Non, pense. c'est pas ça, je crois pas. Non, non. D'accord. Bah, Et on est tout près de la distribution, enfin on du n'est pas réseau. loin, quoi, hein. Bah, Et il faut donc la ville, ils nous ont orientés, mais je sais pas. Enfin, j'en profite pour savoir quel est le plus simple, quoi. Ah, bah, le plus simple, c'est le gestionnaire. D'accord. C'est la structure projet qui a la gestion et la distribution de la chaleur en délégation de service public pour la ville. La Et ville. c'est à lui qu'il faut aussi demander si on veut, enfin, si dans Non, 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 l'annonce, c'est c'est vraiment pas que le gestionnaire de réseau, c'est lui en délégation de service public, donc c'est lui qui a la main dessus. donc j'ai bien compris, mais si on n'est pas dans le programme, c'est à lui qu'il faut, enfin, je dirais qu'il faut, à qui il faut poser la question, enfin, Exactement. C'est lui qui va venir vous faire une étude de faisabilité en vous disant, vous n'êtes pas dans le programme de rang 1, mais nous, on a prévu un deuxième programme voilà. Et c'est lui qui a tout le planning d'extension du réseau. C'est son rôle. D'accord. C'est son rôle. Ok, et si donc ça il dit ça, et vous aviez parlé de dérogation, enfin dérogation en passant par l'ADEME, ou si j'ai bien compris quelque chose comme ça, c'est par lui qu'il faut passer ou il faut passer directement par l'ADEME? Alors, non, non, ni l'un ni l'autre. Pour moi, il n'y a pas de dérogation sur cette partie-là. Ah bon, bah, j'avais cru comprendre. Non, non, D'accord, pas ça de souci, marche. on a du mal s'exprimer, du coup, je le redis. Pour se raccorder, il y a qu'une façon, c'est que le gestionnaire de réseau vous ait fait une étude de faisabilité et que vous facture les frais de raccordement entre D'accord, une extension prévue dans le cadre de son extension et dans son règlement de service qu'il a signé avec la ville et bah, le bout de tuyau qui lui reste à tirer pour aller jusqu'à chez vous. d'accord, ok. Ok, ben merci. Merci bien. Je vous en prie. Il y avait encore je vois qu'il y a encore une main levée, Christelle.
Oui, petite question. Quid si le projet prend du retard et que la fourniture de chaleur ne se fait pas avant 2027? C'est une excellente question. Aujourd'hui, à date, les C2E sont perdus. Alors, perdus. C'est-à-dire que les C2E coup de pouce seront perdus. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra se rabattre sur la nouvelle fiche. C'est pour ça que dans les polices d'abonnement, nous, ce qu'on conseille tout le temps de mettre, c'est que le gestionnaire s'engage bien à une date butoir, qui est la date du coup de l'accès au C2E, et d'intégrer des pénalités Ils sont venus, c'est s'il pour ça. n'honore pas cette date-là. Ok. Parce qu'effectivement, du coup, si on gère les C2E nous-mêmes en direct, on a le risque finalement de ne pas avoir le financement, du coup. Oui, c'est la problématique. Mais voilà, c'est vrai, c'est un effet problématique. Et par contre, c'est un risque qu'on n'a pas a priori si c'est géré directement par le gestionnaire de réseau, la partie C2E. Alors, Ils peuvent se retourner contre nous. ils vont pas se retourner contre vous. Il faut quand même bien vérifier ce qu'il y a écrit dans leur règlement de service par rapport à cette partie C2E. Ok. Est-ce qu'ils vont vous chercher les C2E à votre place et qu'ils les intègrent du coup dans les frais de raccordement, ou est-ce qu'ils disent bien que les frais de raccordement ne sont pas facturés? Moi, j'ai déjà vu des clauses en gros comme quoi si les C2E sont pas obtenus, ils vous facturent quand même les frais de raccordement. Ok. Merci. Moi, j'avais une dernière question. J'ai posé la question, mais il n'y a pas la réponse, mais c'est pour ça que je la pose verbalement. Vous nous ferez parvenir les slides? Oui. Oui, parce que ça nous permet de les distribuer en interne. Voilà, merci. Oui, Kassam, Oui, bonjour. oui. Alors, j'ai une petite question. Donc, si le site se trouve dans une zone classée et je devais remplacer le chauffage, mais au cas où le raccordement est difficile financement ou techniquement, y aurait-il des dérogations pour ce site et nous pouvons trouver une autre solution? Et y aura-t-il des pénalités si on n'a pas raccordé? Non, non, le raccordement de réseau de chaleur n'est pas une obligation, hein. Ah, Clairement, ok. pour l'instant, la loi n'impose pas de sortir du fioul ou du gaz à date. Ça arrivera peut-être un jour dans les 10 ans, mais à ce jour, il n'y a aucune loi qui impose à l'établissement de santé de se chauffer avec des énergies renouvelables. Parce que sur le site Chaleur France, il est écrit si on remplace un chauffage gaz, on peut pas remplacer par un autre chauffage gaz. Et je ne sais pas s'il y a un plafond de kilowattheure. Si on va dépasser, on doit raccorder avec les réseaux chaleur. Non, c'est pas correct? Non, non, pour moi, c'est autant, comme je disais tout à l'heure, il y a des fiches qui demandent à ce que pour avoir le coup de pouce, il faut que le réseau de chaleur soit alimenté à plus de 50% par les ENR, mais ça, c'est plutôt la partie réseau de chaleur. Mais sur la partie bâtimentaire, de votre côté, vous utilisez l'énergie que vous voulez aujourd'hui, hein. Vous pouvez même racheter une chaudière à charbon si vous avez envie. Je vous le déconseille, mais vous avez le droit. D'accord, donc il n'y a pas de pénalité. OK. Non, il n'y a pas de pénalité. Vous avez le droit de moderniser vos installations et c'est pas du tout une obligation d'aller vers du RCE. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Oui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, dans le cas du décret tertiaire quand même qui aide, lui, en fait, qui a une réglementation, je vais dire, il faut 40% à l'horizon 2030 par rapport à la consommation d'énergie. C'est par rapport à la Mhm. consommation d'énergie, c'est pas par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas une réglementation, il n'y a pas une réglementation comme Kauta et Guillaume l'ont dit tout à l'heure, pardon. Il n'y a pas une réglementation, mais quand même, voilà, on conseille aujourd'hui de se raccorder parce que ça permet, voilà, de réduire quand même de manière drastique vos émissions de CO2, tout simplement. D'accord.
Alors, monsieur Lynn Audrey, oui, ok. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Madame Limodré Nico Cam, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai eu du mal un peu à suivre les étapes. Alors moi, par exemple, sur mon site, j'ai pu passer un banc de commande, par exemple, pour pour se raccorder au réseau de chaleur. Et le fonds de chaleur, l'ADEME m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas avoir d'aide pour l'étude de faisabilité pour le raccordement. Et on a donc dû passer le bon de commande et là, on a commencé à faire les travaux d'études de faisabilité. Du coup, moi, la suite, j'aimerais savoir, c'est quoi les étapes suivantes pour pouvoir commencer à faire les demandes de C2E parce que j'ai du mal à suivre. Est-ce que c'est après l'accord? À quel moment précis est-ce qu'il faut faire la demande? Si on suppose que là, aujourd'hui, on a le retour, en fait, sur l'étude de faisabilité. La règle est très simple. Vous devez absolument avoir signé la convention avec un fournisseur d'énergie avant que vous signiez la police d'abonnement. Voilà. Donc, c'est ça la règle en termes de C2E. Il n'y en a pas 50, c'est la seule. C'est-à-dire que là, vous faites votre étude faisable, votre gestionnaire de réseau va vous dire oui, non, c'est bon, vous pouvez vous raccorder avec la puissance souscrite à mettre. Donc, vous allez réceptionner votre police d'abonnement et votre contrat de raccordement si vous regardez les C2E. Et dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que l'on va qu'il faut que vous alliez chercher un fournisseur d'énergie pour aller avoir votre prime C2E avant de signer la police d'abonnement. Sauf si vous utilisez du coup la deuxième solution, c'est en signant la police d'abonnement que vous allez céder les certificats au gestionnaire si vous prenez la deuxième solution. Ok, très bien, je vous remercie. Voilà. Donc là, en termes d'étapes, l'idée, c'est une fois que vous avez votre étude de faisable, c'est à ce moment-là où vous devez vous poser la question, est-ce que j'utilise la première solution, à savoir je vais chercher les C2E moi-même, ou est-ce que je les cède au gestionnaire? Et ça, c'est une fois que vous avez reçu votre étude de faisable de la part des gestionnaire. Oui, on a également, merci Guillaume pour ces réponses. On a également Chloé qui a levé la main. Oui, c'est par rapport justement à ces deux œufs. Donc, par exemple, on aurait le cas d'un raccordement d'un bâtiment. On a déjà plusieurs bâtiments qui sont raccordés au réseau de chaleur. Donc, a priori, ce serait quand même vraiment plus intéressant pour nous de faire les choses nous-mêmes et de récupérer les C2E du raccordement de ce bâtiment parce qu'il y a quand même une grosse partie des travaux, on va dire, qui sont déjà faits et une sous-station qui est déjà là. La question, c'est il y a pas mal d'hôpitaux maintenant qui sont assez frileux par rapport au C2E, justement. Même passer par un délégataire, même passer par oui, par plusieurs prestataires. Du coup, est-ce que si on ne passe pas par l'exploitant pour valoriser les C2E, il y a un peu d'autres moyens, l'exploitant du réseau de chaleur, qu'on peut le faire, par exemple, avec notre exploitant de nos installations. Par exemple, si on a un exploitant sur site qui gère toute la partie CVC et du coup faire un contrat avec eux, on va dire, pour justement pouvoir avoir un peu ce déblocage des C2E et que juste sur leur devis, en fait, ils dimensionnent les C2E et qu'ils mettent plus que juste la partie raccordement dedans. Enfin, je sais pas, en fait, juste un peu comment faire quand il y a un blocage au niveau des directions sur la partie C2E, mais qu'on ne veut pas passer par l'exploitant du réseau de chaleur pour lui céder tous les C2E. Vous avez plusieurs solutions. Déjà, la première question, quand même, techniquement, qu'il va falloir se poser, c'est il faut que le bâtiment soit raccordé au réseau primaire du réseau de chaleur. C'est-à-dire que, parce que là, vous disiez vous avez déjà plusieurs bâtiments déjà raccordés. Si vous venez le raccorder au secondaire, donc au niveau de la sous-station, là, du coup, vous ne serez pas éligible. Donc, puisque qui dit raccordement réseau de chaleur, c'est une police d'abonnement dédiée au bâtiment dont on parle et du coup d'avoir un échangeur dédié. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première réponse technique à votre question. S'assurer déjà qu'on est bien éligible techniquement au coup de pouce. Et la deuxième réponse, moi je le dis de façon assez libre depuis une dizaine d'années, il y a deux types d'acteurs sur les C2E.
il y a les délégataires qui ont la capacité de parler à des gens comme vous, mais qui ont des marges importantes. Et il y a les fournisseurs d'énergie en direct, qui sont des plus grosses structures, mais qui sont plus difficiles à toucher. Euh, Moi, le conseil que je donne toujours là-dessus, c'est plutôt essayer d'aller travailler directement avec le fournisseur d'énergie parce que c'est lui qui porte la taxe et ça permet d'éviter d'avoir un intermédiaire. Le gestionnaire de votre exploitant aujourd'hui pourra vous récupérer les C2E, euh, mais que si c'est un fournisseur d'énergie. C'est-à-dire que s'il est capable de vous payer une prime C2E. Il peut pas récupérer les C2E pour les intégrer, pour aller faire des travaux de changement de luminaire, par exemple. On peut pas, voilà, on peut pas avoir un mandat financier sur les C2E pour les mettre dans un pot commun. Et est-ce que on peut, par exemple, avoir l'exploitant qui est plutôt sur la partie, donc qui est pas l'exploitant c'est pas le gestionnaire du réseau, C'est le mais c'est mainteneur. notre exploitant de l'hôpital. Ouais. Du coup, qu'en gros, ils montent les dossiers avec une partie qui est du coup, parce que eux, ils sont aussi, enfin, en l'occurrence, c'est aussi un obligé, mais du coup, euh, qui montent les dossiers, qu'il y ait la partie raccordement dedans, même si en fait, c'est pas, enfin, ils montent le dossier pour les C2E. Ils utilisent après ces C2E pour faire plusieurs travaux. Et il y a une partie, enfin, je sais pas, une espèce de montage. Ouais, ce que je Euh, vous disais, c'est que c'est compliqué mhm, de mettre les C2E dans un pot commun, en fait. Donc, mhm, si demain vous lui demandez de vous verser une prime pour le raccordement, bah, il fera comme ferait un autre fournisseur d'énergie. Il vous demandera les pièces et il vous valorisera les C2E au montant financier que vous avez négocié avec lui. Euh, mhm, Après, si vous montez un mandat de paiement là-dessus pour lui dire, bah, cet argent-là, en fait, tu vas le garder pour payer d'autres travaux, là, on est sur de la tambouille de comptabilité publique, donc ça oui. peut se faire. Mais c'est juste, vous allez effacer, vous allez en gros émettre un avoir pour effacer une facture, quoi. Mhm. Et vous disiez du coup pour le coup de pouce, c'est pas possible d'être raccordé au réseau secondaire. Pour la fiche normale, on va dire, le raccordement au réseau secondaire, à partir du moment où c'est par mètre carré, ça c'est possible. Oui. Ok, merci. Oui, il y a également Monsieur Kassim Sef, oui. Euh, juste une dernière question pour Monsieur Guillaume. Alors, vous avez répondu à mon question dans le chat par rapport à l'accumulation de subventions C2E et fonds de chaleur, mais j'ai pas vraiment compris. Bah, pour faire très simple, il n'y a pas de fonds chaleur pour vous en termes de travaux sur le réseau, sur le raccordement à un réseau de chaleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le fonds chaleur sert à créer et à étendre un réseau de chaleur. Donc, c'est le gestionnaire de réseau qui peut aller chercher le fonds chaleur. Vous, en tant qu'abonné, en tant que maître d'ouvrage, vous n'avez pas de fonds de chaleur qui vous permettrait de payer les frais de raccordement. D'accord, d'accord. C'est tout simple. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on est à la fin de notre webinaire. Nous vous remercions vraiment d'avoir été présents. Et comme on l'a mis dans le chat, il y aura on va apporter des réponses également par mail aux différentes questions. Et également, il y aura le replay du webinaire qui sera disponible non seulement sur le site d'Ecopolis, mais également sur le site du réseau CART, tout simplement. Et voilà, on enverra également la présentation pour que vous puissiez voilà, l'utiliser au sein de vos établissements. Merci Merci, en au tout cas. revoir. Merci à tout le monde. Merci, au revoir Et et Bernard Slade, très Christian, bientôt. peut-être. Ouais.